Infiniment, nous recevons encore chez vous en ce jour Rencontre Échange, nouveau numéro, cette émission hebdomadaire qui passe chaque samedi pour décrypter l'actualité et les sujets de l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler encore de ces faits marquants de ces derniers jours chez nous au Togo. Et pour en parler, je reçois pour vous la secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, Madame Brigitte Kafouya-Diamagbo-Johnson. Madame, merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. C'est ça. Tout d'abord, pour nous de faire le tour d'horizon des questions brillantes de l'heure. Et d'abord, on va commencer par s'enquérir de l'état de santé de votre formation politique. La CDPA, comment se porte-t-elle au milieu des tourments de l'heure que nous connaissons? Merci. Et je voudrais en profiter pour saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices et dire que, bon, la CDPA se porte très bien, elle se porte comme un parti qui vient de sortir de son congrès, le 7e du genre, qui a eu lieu maintenant il y a un peu plus d'un mois, et qui s'est préparé donc pour poursuivre le combat pour lequel il a été créé et l'achever, si Dieu le veut, si Dieu bénit ses efforts. Oui, parce que ces derniers temps, c'est comme s'il y a une mise en valeur des activités politiques, n'est-ce pas? Si la CDP a réussi à organiser son congrès, le 7e du genre, en cette période, ça veut dire que, bon, le sujet du parti se porte pas mal. Oui, mais il faut savoir que c'est quand même des rendez-vous importants qui vous permettent de faire le point dans votre agenda. Absolument, et c'est prévu dans les statuts. Et pour chaque parti, c'est l'occasion de faire le bilan et de débattre des orientations futures, des actions du parti. Et donc, pour nous, à la CDPA, c'était très important parce que on aurait dû organiser ce congrès depuis 2020, mais il y a eu, comme vous le savez, la crise sanitaire du Covid-19. Il y a eu aussi, après ce contexte national qui est réfractaire aux activités politiques des partis. Et puis, nous nous sommes dit 2 ans de retard, ça fait trop. Il faut rapidement accomplir cet acte essentiel-là dans la vie d'un parti, surtout que nous avons devant nous un combat très ardu. Oui, puisque ce qu'on vous reproche souvent, c'est qu'on ne vous entend pas trop. C'est à l'approche, à la veille des consultations électorales qu'on sent les partis politiques. Non, je m'inscris en faux contre cette impression-là. Autant que faire se peut, nous avons fait l'effort d'être présents dans la vie politique et publique nationale. Quand je dis nous, il y a la CDPA, mais il y a aussi nos partenaires. Vous savez que nous menons ce combat dans un cadre collectif qui était la DMK et qui est devenu depuis le 10 avril dernier la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. Et donc, nous sommes plutôt trop manifestés. À chaque fois qu'il y avait un événement important dans la vie du pays, à chaque fois que l'actualité politique l'exigeait, à chaque fois qu'il fallait intervenir pour défendre les intérêts des Togolais, je crois qu'on nous a trouvés. Merci pour ce mot introductif. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la CDPA. C'est avec vous que nous allons faire le réseau de ces questions. Et justement, l'une des questions brûlantes de l'heure, c'est ce vent de fond qui frappe les partis politiques sur fond d'exclusion de militants, et chez l'ANC, mais aussi le MPDD. Alors comment est-ce que la CDP est à l'abri de ces mouvements, de ce vent, et comment faites-vous pour maintenir la cohésion au sein de vos structures, de vos instances et de vos militants? Non, moi je voulais vous faire observer que ce qui s'est passé dans les 2 partis que vous avez cités, c'est quelque chose de normal. Ça arrive dans un parti politique qu'il y ait des dissensions ou des manquements à l'observation
des règles que le parti s'est donné, et nous ne devrions pas dramatiser outre mesure. Je pense que ce qui nous fait dramatiser ces événements, c'est qu'ils arrivent justement à un moment de la vie politique de notre pays où on a besoin de rassembler. On a besoin de rassembler parce que nous avons la particularité de ne pas vivre dans un contexte démocratique, et c'est justement l'objet de notre bataille. C'est ça qui nous préoccupe. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse installer le Togo véritablement sur les rails de la démocratie, où on l'avait mis en 1992 en adoptant la Constitution de 92 qui avait posé le socle, poser le Togo sur le socle de la démocratie. Mais vous savez ce qui est arrivé, vous savez comment les forces conservatrices et dictatoriales ont donné des coups de boutoir, ont nettoyé cette constitution-là de manière à ce que elle ne ressemble plus à ce que les Togolais voulaient en ayant voté à plus de 90% pour la Constitution en 92. Donc, retrouver la démocratie telle que nous l'avons voulu est une préoccupation. Retrouver, avoir à la tête du pays des dirigeants qui pensent véritablement aux intérêts des populations, qui se sentent redevables à ces populations, est une préoccupation. Et c'est pour ça que raisonnablement la majorité des Togolais convaincus aussi qu'il faut qu'on rassemble les forces. Et il se fait que c'est justement à ce moment-là il y a des divisions au sein des partis, mais nous avons bon espoir que d'une manière ou d'une autre ça n'agira pas trop sur le combat que nous sommes en train de mener. Alors, moi, je voulais faire observer que vous ne pouvez pas parler de fronde s'agissant du passage de la DMK. Non, c'est pas madame. D'abord au sein des familles politiques, d'abord. Ok. La question c'est est-ce que le fait d'avoir plusieurs courants de pensée au sein d'une formation politique, est-ce que c'est négatif en soi? Non. C'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est ça qui permet de maintenir un certain équilibre. Moi, je pense que, en tout cas, au regard de l'expérience que nous faisons à la CDPA, je dis toujours à mes partenaires politiques que je dirige un parti au sein duquel on débat énormément. Il y a des courants, on débat quand il faut. Je pense qu'il y a même des débats en permanence. Sauf que les courants minoritaires, puisque nous pratiquons la démocratie, les courants minoritaires finissent, par se ranger sur la majorité. Et personne n'y échappe, pas même le premier responsable du parti. Moi, je dis, ma tâche n'est pas aisée en tant que chef de parti, quand les gens pensent que il suffit tout simplement que vous décidiez qu'on doit aller dans ce sens et ça va se faire. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On débat. Quand j'ai un avis, je l'exprime. Et comme tout le monde, j'argumente pour emporter la conviction de la majorité, mais quand je suis en minorité, j'ai pas d'autre choix que de me soumettre à cette majorité là ou de me démettre. Et c'est bénéfique pour les partis, ça enrichit le débat, mais aussi ça permet de se questionner constamment. Et donc, on en a l'habitude. C'est pas au sein de la CDPA qu'on aura ce genre de problème parce que nous écoutons tout le monde. Nous laissons les courants se développer.
Voilà. Et qu'est-ce qui peut entraîner ces prises de position qui soient parfois contraires à la ligne directrice du parti? Mais c'est signe de manque de débat au sein des partis, ça c'est sûr. Parce que s'il y a de l'espace à l'interne pour débattre, nécessairement les courants minoritaires, au moins, qui auront eu l'occasion de s'exprimer, de débattre, à un moment donné, ils reconnaîtront qu'ils sont minoritaires et ils se rangeront. Ils n'auront pas besoin de sortir le débat sur la place publique ou de poser des actes qui sont en contradiction avec la ligne du parti. Ça pose un problème de discipline aussi. Et c'est vrai, je le dis, à la CDPA, nous créons un espace pour le débat, mais la discipline de parti aussi est très importante. Et quand c'est le cas, vous voyez que les gens n'ont pas du mal à suivre, à respecter les consignes du parti. Et donc, en cas d'indiscipline, il faut exclure le membre? Ben, il y a des dispositions. C'est prévu dans les statuts, il faut les appliquer. Mais je le dis encore une fois, l'antidote, c'est de laisser faire le débat, d'écouter tout le monde. C'est cela. Voilà. Rencontre chez nouveau numéro, nous parlons de faits marquants de ces dernières heures chez nous au Togo. Madame la secrétaire générale de la CDPA, Brigitte Adjamagbo Johnson, est mon invité. Autre volet de discussion, peut-être que le sujet le plus important même, c'est cet éclatement aussi au sein de la DMK. Vous étiez coordinatrice de cette dynamique depuis 2020. C'est cette dynamique qui a conduit à l'opposition à la présidentielle de cette année-là. Alors, les gens veulent savoir de la bouche de la première responsable que vous êtes de la DMK, qu'est-ce qui s'est passé? Les raisons qui ont motivé cet éclatement de cette dynamique, Monseigneur Poduro? Moi, je peux dire que cette décision-là de créer une autre coalition a été prise dans l'intérêt du combat que nous menons, dans l'intérêt national. Parce que à l'origine de cette décision-là, il y a le fait que Monseigneur Philippe Fanouko Poduro, que nous considérons comme tous, que nous considérons comme notre père, notre patriarche, et dont nous reconnaissons les efforts, nous reconnaissons que c'est quelqu'un qui aime son pays. Il a posé des actes que tous les Togolais ont appréciés. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que son nom a été donné à la dynamique, parce qu'il a été à l'origine du rassemblement qui a permis de soutenir la candidature de M. Kodjo Agbeyome, Gabriel Kodjo Agbeyome. Et donc, nous sommes arrivés à un stade du combat où il y a une opportunité qui se présente. Notre objectif à tous, c'est de concrétiser l'alternance pour laquelle les Togolais ont voté le 22 février 2020. Et dans nos statuts, je le dirai tout le temps, je suis juriste, dans notre charte plutôt, la charte fondatrice de la DMK, il est prévu que notre objectif, c'est de concrétiser cette alternance-là. Et l'article 3, qui suit l'article 2 fixant cet objectif-là, précise aussi que, au-delà du contexte de l'élection du 22 février 2020, nous poursuivrons la recherche de cette alternance-là et que nous prendrons tous les moyens et que nous saisirons toutes les opportunités pour que cette alternance soit concrétisée. Et un certain nombre parmi nous, et c'est la très grande majorité, la preuve, aujourd'hui, il y a le MPDD et le parti politique BAC qui
constitue la DMK. Donc, comment dirais-je, les 5 autres partis politiques et 6 organisations de la société civile pour l'instant, parce qu'il y a une organisation dénommée Globe qui demande un temps de réflexion. C'est ça. Et donc, nous avons décidé de donner suite à la volonté qui a été exprimée par Monseigneur Philippe Fanuko Odjro publiquement au cours d'une émission à laquelle j'étais invité, et vers la fin de l'émission il a demandé à prendre la parole comme c'était une émission en ligne et a exprimé ce qu'il pensait vis-à-vis de ces échéances électorales prochaines. Et il est ressorti de son intervention qu'il considérait que ces échéances, ces élections qui se préparent vont être à nouveau des farces d'élections, et qu'il ne souhaitait pas que nous nous présentions à ces élections avec la dynamique qui porte son nom. Vous savez, je l'ai dit tantôt, ce qu'il représente pour nous. Nous sommes aussi des Africains. Nous n'avons pas voulu aller dans un sens où on mènerait un débat en public, où on en rajouterait au scandale. Et donc, nous avons pris acte au cours de l'émission et nous l'avons rassuré que nous travaillerons à ce que ces élections ne soient pas une farce à nouveau, et que nous nous assurerons que le peuple est d'accord, le peuple est avec nous pour qu'on aille à ces élections-là. Et tout ce qui nous anime, c'est servir les intérêts du peuple. Donc, au lendemain de cette émission, il y a eu une réunion de crise. Et unanimement, à la DMK, et unanimement, nous avons estimé que par respect pour le patriarche, eh bien, il fallait donner suite à ce qu'il a dit, il fallait le rassurer, et il suffisait tout simplement, étant donné que la volonté de continuer le combat ensemble a été réaffirmée, et donc, il suffisait tout simplement de changer de dénomination, de se donner une nouvelle charte pour poursuivre le combat. Et c'est ce que nous avons fait. Je terminerai en disant que il n'y a pas de divergence profonde sur le plan de la vision et des valeurs. Eh bien, à la DMP, nous considérons de penser que le peuple a posé un acte important le 22 février 2020. Et les démocrates que nous sommes, nous devons nous engager à continuer à œuvrer pour que cette alternance-là, exprimée, ce désir d'alternance exprimé par le peuple, soit confirmé. Donc, c'est ça qui nous motive à la base pour aller à ces élections. Et nous considérons aussi que pour aller à ces élections, nous avons le devoir de nous battre pour que les conditions d'élection apaisées, c'est important, parce que les Togolais sont plus que frustrés en ce moment. Non seulement par la gouvernance de ceux qui sont au pouvoir, mais aussi par le fait que aujourd'hui, alors que nous sommes censés être en démocratie, nous avons beaucoup de Togolais, de compatriotes qui sont en exil. Et les derniers qui sont partis, il y a votre confrère Ferdinand Ité, et Isidore Kouanou, mais il y a aussi
le président Agbeyomi Kodjo, il y a notre patriarche et son assistant, mais avant eux, il y en avait bien d'autres qui n'ont pas démérité, qui n'ont rien fait de mal et qui tout simplement ont exprimé à un moment donné leur désir d'apporter leur contribution à l'avancement de ce pays. Donc, nous avons considéré que c'est une des raisons pour lesquelles les Togolais sont frustrés, sont mécontents. Ensuite, il y a le fait que nous avons plus d'une centaine de compatriotes qui sont détenus à cause de leurs convictions politiques. Et ce n'est pas normal quand on se dit en démocratie. On sait ce que ça crée comme souffrance dans les familles. Nous sommes en Afrique. Quand une personne est touchée par un mal, eh bien, on sait les conséquences que ça a sur la grande famille de laquelle est issue cette personne-là. Donc, nous allons nous battre pour que les Togolais qui souhaitent que les exilés rentrent et les détenus soient libérés pour qu'ils soient apaisés, enfin. Ensuite, nous avons identifié un certain nombre de points qui feront que ces élections seront véritablement des élections inclusives, parce que vous imaginez, on est en train de préparer une élection de ce genre-là, c'est-à-dire d'élus du peuple qui vont siéger au nom de tout le peuple, adopter des lois, contrôler l'action gouvernementale, et cet événement majeur dans la vie publique se prépare sans les forces politiques qui comptent. Et ce n'est pas normal. Et se prépare par une CENI qui est monocolore. Monocolore, disons-le, même si on a inclus un ou deux représentants de partis dits de l'opposition, on sait comment les choses se passent. Donc, on ne peut pas dire que ces élections-là sont inclusives. Elles ne sont pas transparentes. Elles ne seront pas transparentes ni démocratiques. Alors, il y a un certain nombre de points. Voilà pourquoi on pense à la DMK, à l'SDMK de ne pas y aller, madame. Oui, sauf que là, c'est la seule différence. C'est une différence, je ne dirais même pas stratégique, mais de tactique, parce que nous pensons qu'il faut se battre. Il faut se battre avec des moyens que n'avait pas eu à la DMK. Avec la DMP, maintenant on a ces moyens de... Nous avons normalement les moyens pour mener cette bataille-là. Et nous partons confiants que, en nous mobilisant vraiment et en mobilisant le peuple, eh bien, nous arriverons à améliorer un tant soit peu les conditions d'organisation de ces élections. Donc, fondamentalement, nous sommes d'accord et c'est juste une question de... Donc, c'est pas un divorce total avec la DMK? Non, je pense qu'on peut pas, du point de vue des valeurs et de la vision, on ne peut pas parler de divorce. À la limite, on peut dire que il y a une divergence de point de vue sur comment saisir cette opportunité des élections législatives, ou s'il faut même la saisir. Nous pensons notre réponse est sans embâche, oui. Dès l'instant où nous avons prévu ça dans nos textes, eh bien, c'est une opportunité pour nous. Il faut la saisir. Et il faut se battre pour que, en la saisissant, eh bien, cela porte des fruits. Oui. Des élections qui se présentent à vous comme une opportunité, sauf que vous n'avez pas choisi la régionale. Vous pensez plutôt que la législative vous conduire à cette contestation? Tout à fait. Comment cela se peut-il donc? La position que nous avons prise ensemble le 31 mars 2023, et qui continue de nous guider, nous. Donc, nous sommes toujours, c'est en application de cette conférence de presse
soutenu par une déclaration liminaire rendue publique le 31 mars, que nous menons le combat. Et donc, dans cette déclaration liminaire, nous avons bien expliqué que pour nous, les élections régionales ne sont pas opportunes. La tenue de ces élections n'est pas opportune en ce moment. Ça fait partie des structures pour renforcer l'assise de la démocratie dans le pays. Oh, vous savez, justement, on ne veut pas continuer dans cette logique où on met en place des institutions qui ne fonctionnent pas véritablement comme des institutions républicaines. Ce sont des institutions qui sont instrumentalisées et je crois que c'est vers ça que nous nous dirigeons. Déjà, quand on voit le premier niveau de la décentralisation, on se rend compte que le régime s'est arrangé pour placer ces gens pour prendre au moins 80 à 90% des communes et s'est arrangé surtout pour que les responsables de ces communes n'aient pas l'autonomie qu'il faut et n'aient pas les ressources financières qu'il faut pour faire le travail. C'est arrangé pour que, d'ailleurs, on a présenté des élus qui ne savent même pas pourquoi ils sont allés là-bas, donc des ressources humaines qui ne profitent pas aux populations si elles ne sont pas bien formées. C'est ce qui fait qu'au total, les Togolais ne sentent aucune différence entre la période avant l'installation des élus locaux et la période actuelle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir là-bas avant d'aller au deuxième niveau de décentralisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous pensons que ce n'est pas opportun. On va gaspiller de l'argent alors que nous savons que dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à la souffrance, confrontés à la pauvreté. Nous n'arrivons pas à satisfaire nos besoins sociaux de base. Eh bien, c'est le b.a.-ba d'un pays, c'est le b.a.-ba du développement d'un pays. Utilisons, épargnons ces ressources et utilisons-les à nous assurer que les Togolais peuvent se soigner, que les Togolais arrivent à éduquer leurs enfants, ont accès à l'eau, tout simplement. Et donc, une des raisons qui sont des raisons valables pour qu'on n'organise pas ces élections-là. Il y a aussi le fait que, en réalité, on veut les instrumentaliser encore. On veut faire en sorte, le souci, c'est juste de passer par là pour installer le Sénat, une autre institution qui sera forcément budgétivore et qui ne servira finalement pas à grand-chose. Vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de pays, la tendance est de les fermer, de les supprimer. Alors pourquoi au moment où les gens suppriment le Sénat, c'est maintenant que nous, confrontés à nos problèmes économiques et financiers, c'est le moment où nous voulons le mettre en place. Donc pour nous, ce n'est pas opportun et donc nous l'avons exprimé et nous espérons que nous serons entendus. Vivement. En tout cas, nous continuerons de le dire haut et fort. Et nous continuerons de nous battre aussi pour les points dont je vous ai parlé et bien d'autres qui sont réunis dans une plateforme de revendication pour laquelle nous sommes en pourparlers avec d'autres forces politiques pour qu'ensemble nous puissions la défendre. Et donc, d'ici peu, nous rendrons compte, je pense que d'ici la semaine prochaine, puisque c'est depuis le 10 avril que nous nous sommes mis au travail, suivant les orientations prises le 31 mars, lorsque nous étions à la DMK, eh bien, je pense qu'il est temps de faire un petit point aux populations qui constituent notre base, sans lesquelles notre combat n'aurait aucun sens. Eh bien, on fera ce point-là la semaine prochaine. Et jusque-là, on ne connaît pas encore la date de ces législatives, madame. C'est un des reproches que nous faisons au processus de préparation.
il n'y a aucune lisibilité, aucune visibilité. Tout se fait dans l'opacité. Et je crois, moi, je pense que c'est la toute première fois où on prépare des élections sans nous sortir un chronogramme qui permette de fixer tout le monde. On avance au coup. Il y a la date du recensement qui est connue désormais. Oui, parce que c'est la prochaine étape. Donc, on annonce les événements étape par étape. On n'écoute pas, il n'y a aucune place pour écouter les partis prenantes, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition. Et cette CENI ne se préoccupe que de recevoir des ordres du gouvernement qui n'est pas censé pour autant donner ces ordres-là. Parce que c'est une CENI qui est censée être indépendante. Et quand on vous dit, la CENI dit par exemple qu'elle attend l'accord du gouvernement pour tel ou tel acte à poser, eh bien pour nous c'est des indicateurs qu'elle n'est pas, elle travaille pas du tout de manière indépendante. Et justement parce qu'en son sein, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de voix divergentes, pour que tout le monde regarde dans la même direction. Vous voyez? Et donc, c'est pour tout ça que nous voulons poser le problème ensemble, qu'un maximum de partis politiques, comprenant l'importance de ces élections-là, se mettent ensemble pour défendre les mêmes points de vue, pour qu'on puisse les écouter. Et la nouvelle dynamique, la DMP, de quel parti est-elle constituée? Est-ce que tous sont d'accord sur la nouvelle marche, la nouvelle orientation à donner à la lutte? Oui, dans la nouvelle dynamique, il y a 5 partis politiques sur les 7 qui étaient à la DMK. Et il y a pour le moment 6 organisations de la société civile, l'une d'entre elles ayant demandé un temps de réflexion. Et donc on est 5 et 6, ça fait 11. Avec espoir d'ouverture pour d'autres qui... Absolument. Je ne veux pas trop vite parler par respect pour nos partenaires, mais je peux rassurer que les consultations se déroulent plutôt bien. Et que ensemble nous allons nous mettre à défendre cette plateforme. Le retrait du MPDD et du Patriarche, est-ce que ça ne vous porte pas un coup dur dans la marche à suivre? Non, pas du tout, puisque nous sommes déterminés, nous sommes toujours, si vous voulez, en conformité avec le désir des Togolais de nous voir nous battre ensemble. Et nous savons que les Togolais y attachent beaucoup de prix. Et donc, nous suivons, nous discutons avec les populations, nous les écoutons aussi sur les médias, dans les émissions interactives, et tout cela, sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, et nous pensons que nous sommes en phase avec la majorité d'entre elles. Et donc, il est question de faire en sorte que les électeurs puissent, auxquels nous allons renvoyer la balle, puissent jouer, puissent la jouer. Comme le dirait quelqu'un, il y a un match en retard, ils ont compris qu'ils doivent jouer ce match-là le jour des élections législatives. Et le jouer, mais ce sur quoi nous insistons aussi dans la mobilisation, c'est que chaque électeur qui va déposer son bulletin dans l'urne doit se considérer aussi comme un superviseur et responsable
Oui, mais vous l'avez responsable dit, de ce vote qu'il a émis. C'est ça. Oui, mais c'est plus important aujourd'hui que par le passé. Donc vous avez compris que le boycott n'a jamais payé, n'est-ce pas? Puisque des législatives ont été... Attendez, il faut tirer le son des expériences que l'on fait. Ça dépend des contextes. Un boycott serait dramatique dans ce contexte précis où nous sortons d'un autre boycott qui a permis d'avoir une assemblée de gens acquis à la cause du régime, une assemblée qui s'est comportée comme on a vu, c'est-à-dire qui n'a eu aucun souci de défendre les intérêts des Togolais. À aucun moment de la vie publique et politique nationale, on a vu cette assemblée jouer véritablement son rôle de contrôle, interpeller ceux qui sont à la gouverne et leur dire à propos de ce dossier précis, comment l'avez-vous géré, défendre les intérêts des populations. On n'a pas vu cette assemblée jouer ce rôle. Au contraire, j'avais souri un tout petit peu la dernière fois quand j'ai entendu la présidente de l'Assemblée dire nous sommes dans la co-construction et quand vous entendez des élus dire oh vous avez très bien fait, c'est le satisfecit à tout point de vue, c'est l'accompagnement, absolument. On a vu comment avec la complicité de cette assemblée on essaye d'étouffer le Covid-Gate et ce n'est pas normal, c'est un peu de notre responsabilité et je vous assure que le prix à payer serait énorme si on devait encore laisser une assemblée qui soit à la solde de ce régime-là. Au contraire, c'est une opportunité que nous avons et qu'il faut saisir. Pour mener le combat et créer les conditions pour l'alternance. Madame, les alliances se font et se défont au Togo au gré du vent. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à l'éclatement de regroupements de partis politiques. Alors finalement, l'histoire va-t-elle se répéter ou se répète-t-elle et va devenir finalement un destin qui nous suit, qui vous suit à l'opposition? Je ne pense pas que le fait que les alliances se fassent et que les mêmes alliances éclatent pour que d'autres alliances se constituent en lui-même ne devrait pas inquiéter. Oui. Ce qui devrait inquiéter, c'est de savoir pourquoi ça arrive. Voilà. Pourquoi ça arrive. Et à chaque fois qu'on voit que malgré ce qu'on considère comme un éclatement, il y a quand même des acteurs qui vont dans le bon sens. Il faut tout simplement les appuyer et poursuivre la route. On peut se tromper. Il y a toujours des acteurs qui se trompent. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'ils tirent leçon de leurs expériences passées, mais s'ils ne le font pas, tant pis, ils vont disparaître. Le peuple les sanctionnera. C'est tout. Oui, alors pour les esprits les plus critiques, ils ont trouvé que bon, cet éclatement, bien cette option de participer à ces élections contre la DMK, la volonté du patriarche, est une trahison, madame. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oh, vous avez bien compris avec tout ce que je vous ai expliqué qu'on est loin de ce qu'on peut considérer comme une trahison. Une trahison de qui? Vous savez, ce qui m'a toujours guidée dans mon action en tant que femme politique, c'est de ne pas trahir le peuple. Et en plus de 33 ans de lutte, je défie quiconque pourra me dire « vous avez trahi le peuple ». Au contraire, le souci de notre action à la CDPA, ça a toujours été de répondre aux intérêts de ce peuple. Et c'est pour ça que déjà dans la clandestinité, nous sommes constitués à l'époque du parti unique pour commencer à faire du travail
et entraîner d'autres acteurs, donner du courage à d'autres acteurs qui sont entrés en jeu, ce qui a permis d'obtenir le 5 octobre 90 et d'obtenir tous les changements qui s'en sont suivis, mais qu'on a malheureusement mal géré. Oui, il faut le revendiquer. Il faut le revendiquer parce que pour l'histoire, ce 5 octobre 90 là, les jeunes qui avaient été arrêtés pour distribution de tracts, lorsqu'on les a questionnés, on les a interrogés publiquement au tribunal devant les juges, ils ont reconnu les faits et ils ont dit qu'ils l'ont fait en tant que militant d'un parti politique qui s'appelle la CDPA. C'est l'histoire. Personne ne peut effacer cette histoire-là. Rencontre échange, un nouveau numéro, nous parlons des faits marquants chez nous. Madame la secrétaire générale de la CDPA, Brigitte Adjamagbo-Johnson, est mon invité. C'est avec elle que nous faisons le tour d'horizon de ces questions. Madame, peut-être une question un peu personnelle. Hein, ça fait, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait plus de 33 ans que vous êtes engagée en politique. Si on vous demandait quelles leçons vous en avez tirées, quelle expérience vous en avez faite, quel goût ça vous donne, n'est-ce pas, de poursuivre, hein, malgré les difficultés de la lutte? Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas facile, surtout dans un contexte de déficit démocratique. Ce n'est pas facile d'être acteur politique engagé du côté du changement, du côté de la démocratie. Il y a des hauts, des bas, il y a des moments de satisfaction qui vous donnent beaucoup de courage et qui vous disent on est sur la voie, avançons. C'est ça. Même si il y a des périodes douloureuses aussi. Mais au fond, ce qui fait qu'on l'accepte et qu'on avance, c'est que, bon, on considère que c'est une mission. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on poursuit. Et moi, je suis rentré dans la clandestinité, dans ce parti-là, parce que moi aussi, j'étais convaincu que le Togo doit devenir un pays démocratique. Et c'est le premier objectif de la CDPA. Donc, je me suis engagé en connaissance de cause et quand on est responsable, eh bien... on assume. On assume, absolument, quelles que soient les conséquences. En temps, vous avez fait une brève expérience carcérale là. Oui, c'est des moments durs dont je parlais, je faisais un peu allusion à ça, mais bon, voyez-vous, on ne peut pas vous faire taire en vous traitant de cette façon-là. Le combat continue. Le combat continue. C'est ça. Avec une issue certaine pour vous, c'est votre conviction? Ah oui, le Togo changera. Mais qui a dit que le Togo ne changera pas? C'est ça qui nous motive. Il changera. Il changera. Et peut-être même, si nous savons saisir les opportunités, eh bien, on approche du bout du tunnel. Voilà. Oui, et dans les dictateurs aussi pensent que le changement, ça doit venir aussi des formations politiques à l'interne, puisque vous êtes restés les mêmes. Hein. Depuis les années 90, quand on prend tous les partis politiques confondus, c'est les mêmes leaders. Est-ce que ce n'est pas un faux procès qu'on fait aux partis politiques? En tout cas, à la CDPA, nous ne nous sentons pas concernés parce que il y a déjà eu alternance à la CDPA. Oui. Et nous travaillons vraiment en collégialité. Nous avons une équipe dirigeante. Je ne suis pas une secrétaire générale toute puissante. Je travaille au sein d'un secrétariat général composé de 6 secrétaires généraux, dont la secrétaire générale et les adjoints. C'est ça. Donc, maintenant, il y a d'autres partis aussi dans lesquels le changement a eu lieu. En fait, je pense que ce à quoi on veut faire allusion, c'est aux partis politiques qui sont créés par des fondateurs tout-puissants
et qui considèrent le parti comme leur chose et qui ne veulent pas lâcher. En tout cas, la CDPA, on ne se sent pas concerné. Vous n'avez pas de président et ce n'est pas fondateur. une réplique de ce qui se passe à la tête du pays. C'est ça qui fait du mal à tout le monde. Concentrons-nous sur cette difficulté d'alternance au sommet de l'État qui fait que la même équipe, la même famille détient les ressources de 8 millions 95 000 oui, le dernier chiffre. Que nous sommes désormais et s'en servent pas pour le bien des Togolais, mais pour leur propre bien et cultivent la pauvreté, distillent la souffrance, ne sont pas sensibles à la souffrance des Togolais. C'est ça qui est d'abord grave et préoccupant. Ne nous laissons pas distraire, parce qu'en général, c'est les gens du régime, c'est les conservateurs qui montrent du doigt ce qui se passe dans les partis pour qu'on oublie le combat, qu'on oublie l'essentiel du combat. Et je ne me laisserai pas tomber dans leur jeu. Distraire. Absolument pas. Absolument pas. En tout temps, sachant que les partis politiques doivent évoluer vers la démocratie s'ils veulent continuer à exister, à jouer un rôle. Parce que les Togolais, tout comme les autres populations africaines, sont de plus en plus éveillées et savent juger. Vous verrez que ces partis vont se vider. Voilà, toutes seules. S'ils ne font pas la mutation de devenir un parti véritablement démocratique. Les Togolais souhaitent bien vous voir ensemble, le parti de la stratégie d'action unitaire, on vous l'a souvent recommandé. Alors maintenant, est-ce que les militants sont encore prêts à vous suivre pour les prochaines échéances électorales? Et comment vous les remobilisez? Parce qu'en temps, c'est comme il s'est emparé une certaine lassitude de la part de la population. Oui, il y a eu une lassitude, mais il faut dire que le régime a tout fait pour mettre sous éteignoir les partis politiques et ne tolérer aucune activité politique. Justement, il est temps que ça change. Vous savez que à la DMK, nous nous sommes battus contre cet état des choses-là. Nous avons brisé un certain nombre de glaces et nous continuons sur cette lancée-là. Nous comptons continuer à mobiliser. C'est un défi énorme, madame. Le défi est énorme, je l'avoue. Et je voudrais dire que nous n'irons pas à ces élections la fleur au fusil, c'est-à-dire en étant confiants, en pensant qu'on va les gagner, Nous sommes conscients de ce que pour cela, il faut faire un travail à l'interne, d'abord un travail d'organisation, un travail d'organisation pour surveiller le vote, un mécanisme de contrôle de ce vote-là. C'est quelque chose de très important. Et surveiller les fraudes. C'est sûr qu'on ne peut pas éliminer toutes les fraudes, mais on peut les limiter énormément. Et nous organisons pour ça aussi. Et à côté de ça, eh bien, nous menons l'action je ne vais pas parler de plaidoyer, mais c'est une pression que nous voulons faire ensemble pour l'amélioration des conditions de ces élections. Merci madame pour ce temps que vous avez pris à nous expliquer tous ces faits, à décrypter ces faits sociopolitiques de notre actualité récente. Alors un dernier mot, quel message vous avez pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont suivis et pour vos militants? Eh bien, puisque nous avons épuisé tout le temps, je dirais rapidement, à l'approche du recensement électoral qui va commencer, je voudrais inviter mes concitoyens à aller tous se faire recenser.
suivez le programme. Eh bien, à la DMP, nous avons commencé à mobiliser. Suivez le programme, allez vous faire recenser. Et quand vous allez vous faire recenser, considérez-vous comme des agents superviseurs de ce qui se fait. Parce que la fraude est entretenue aussi à ce niveau-là. Au niveau du recensement. On enregistre des mineurs, on enregistre des étrangers, on se sert de ceux qui sont décédés, etc. Nous allons indiquer, nous allons mettre en place un mécanisme. Il y aura des numéros auxquels nous vous prions, chers compatriotes, de dénoncer, de signaler les anomalies que vous aurez observées pour que, ensemble, nous puissions faire en sorte que ce recensement se déroule dans de bonnes conditions. On fait en sorte de tout le temps gonfler la liste électorale pour pouvoir alimenter la fraude. Cette fois-ci, nous devons faire en sorte que cette liste électorale reflète exactement les populations en âge de voter au Togo. Voilà un peu le dernier mot que je voulais dire à l'endroit de mes compatriotes, tout en souhaitant un bon repos à ceux d'entre nous qui avons fêté le Ramadan. Et merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Voilà. Merci madame, l'appel est lancé. Premier acte du processus électoral, c'est bien le recensement. Et donc nous en appelons aussi en tant que médias tous les citoyens à s'engager dans ce processus véritablement, comme l'a dit la secrétaire générale. Madame, une fois encore, merci de votre disponibilité. Merci à vous aussi de m'avoir offert votre studio merci, pour parler à mes compatriotes. Tout à fait. Merci à vous également, amis téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de rencontre. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir et à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.